bien que la guerre de Trump contre l'Iran soit un désastre stratégique et humanitaire, entraînant des crimes de guerre contre des enfants d'âge scolaire et d'autres civils, cela ne l'empêche pas de déjà regarder vers sa prochaine guerre. Cette fois, il s'agit de Cuba. Apparemment, pour le courant pro-Trump en politique étrangère, une catastrophe n'est qu'un échauffement avant la prochaine conférence de presse. Le fait est que cette guerre a déjà commencé. Cuba subit un blocus sévère depuis 3 mois. Les États-Unis n'ont laissé entrer aucun pétrole. Une délégation démocrate du Congrès s'est récemment rendue à Cuba pour constater elle-même la crise humanitaire. La représentante Jayapal, ancienne présidente du Progressive Caucus, accompagnée du représentant Jackson, lui aussi démocrate, s'y est rendue et elle a été horrifiée, surtout par la crise que ce blocus pétrolier provoque sur le plan de l'électricité et plus précisément par ses effets sur les bébés. Des bébés nés prématurément ou nés dans des conditions où ils ont besoin d'électricité pour survivre dans les unités néonatales, ainsi que des patients atteints de cancer qui ont besoin d'électricité pour leur chirurgie et leurs soins. Il s'avère que le mot fermeté sonne beaucoup moins impressionnant quand la politique vise un incubateur. Écoutez ce qu'elle a dit sur la vie à Cuba en ce moment. Elle a dit que c'est vraiment sombre, c'est cruel. Elle y était allée il y a 2 ans. Donc elle pouvait voir la différence entre aujourd'hui et cette époque-là. Elle a souligné que ce blocus du carburant s'ajoute à l'embargo le plus long de l'histoire moderne contre n'importe quel pays, une politique américaine qui dure depuis 60 ans. Et en ce moment, sur le terrain, il fait littéralement noir pendant la majeure partie de la journée. Les ménages passent parfois 20 heures d'affilée sans électricité. Ce qui signifie que si les gens n'ont que 4 heures de courant, souvent la nuit, ils restent éveillés pendant la nuit pour faire tout ce qu'ils peuvent avec le peu d'électricité qu'ils ont. Les hôpitaux sont en difficulté, le système de santé publique est en difficulté. Elle a dit que l'hôpital de maternité était probablement la partie la plus déchirante, mais quelque part, on sait très bien qu'un allié de Trump appellerait encore ça un leadership formidable sans broncher. La crise humanitaire causée par ces sanctions contre Cuba signifie que les gens sur place, qui ont peu ou pas de contrôle sur la dictature sous laquelle ils vivent, voient des patients atteints de cancer en traitement et des bébés prématurés exposés à un risque accru de mourir à cause de ces sanctions économiques. Et que dit Trump face à cela? Trump semble presque s'en réjouir, laissant entendre qu'il pourrait finir par prendre Cuba en raison de l'ampleur de la détérioration que nous avons causée. Autrement dit, cette crise humanitaire fabriquée devient, à ses yeux, une occasion parce qu'il veut la gloire associée à une prise de contrôle de Cuba. Rien ne dit mieux America First que de transformer la souffrance humaine en argument de vente façon immobilier. Écoutez, when you say Cuba is next, Cuba is Cuba. Whatever you do with the military, there seems like something. Will that look more like Iran or Venezuela? Can't tell you that. I can tell you that they're talking to us. It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing, they have nice land. They have nice landscape. You know, it's a beautiful island. Et cela ne ressemble pas du tout à une coïncidence si cette nouvelle posture de guerre envers Cuba se développe en même temps que cette nouvelle posture de guerre envers l'Iran, parce que l'obsession de Trump envers Obama a toujours ressemblé à une volonté d'effacer tout progrès réalisé par Obama, que ce soit avec l'Iran ou avec Cuba. Dans l'univers Trump, la politique étrangère ressemble souvent moins à une stratégie qu'à une rancune extrêmement coûteuse. Avec l'Iran, il existait un accord nucléaire conçu pour empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. Trump est arrivé, et parce qu'il n'aimait pas le fait qu'Obama ait mis cet accord en place et semblait déterminé à défaire tout ce qu'Obama avait fait, il l'a déchiré. Et maintenant, nous nous retrouvons dans une situation où le meilleur scénario possible pourrait être de revenir à une version semblable du même accord, mais après davantage de chaos, et probablement avec moins de concessions de la part de l'Iran. C'est la méthode classique, pro-Trump, détruire l'extincteur, puis tenir un point de presse devant l'incendie. Le même schéma s'est reproduit avec Cuba. Quand Obama était au pouvoir, il a mis en place ce qu'on appelait le dégel cubain. Pour la première fois, les relations se sont améliorées. Il y a eu davantage d'occasions économiques, il y a eu davantage de déplacements, puis Trump est arrivé au pouvoir
a renversé cela, a placé Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme, a accru les sanctions et a réduit les déplacements. Encore une fois, Obama a fait progresser les choses, Trump a défait cela, et nous voilà rendus ici. En conséquence, Cuba s'est rapproché de la Russie. Les exportations russes vers Cuba ont plus que doublé en 2017 pour atteindre 414 millions, puis sont montées à 440 millions. Elles ont continué d'augmenter. Donc la politique vendue comme de la fermeté a finalement offert un joli cadeau à Moscou, brillant. Et cela s'est produit après que Trump a mis fin au dégel cubain, parce que toute la raison historique du bras de fer entre les États-Unis et Cuba tient à la Russie. Les États-Unis ne voulaient pas que la Russie ait un point d'appui dans un pays aussi proche de leurs frontières. C'est tout le fondement de la crise des missiles de Cuba. Il y avait la crainte de missiles à Cuba coordonnée avec la Russie et visant les États-Unis à l'époque de Kennedy. Donc oui, cela a longtemps été une guerre froide avec Cuba, mais en réalité, à cause de la Russie, Obama a essayé de faire avancer les choses, de pousser Cuba à devenir au moins un partenaire de coopération plutôt qu'un partenaire de la Russie. Trump a défait cela et la Russie en a profité. Ses exportations ont bondi pendant son premier mandat. Il faut un genre bien particulier de génie pour se dire anti-Russie tout en améliorant constamment la position de la Russie. Et maintenant, nous revoilà dans une situation où, comme avec l'Iran, au lieu de la diplomatie, Trump choisit une autre forme de guerre. Pas nécessairement en larguant des bombes, mais en frappant les gens par la privation de pétrole, d'électricité et de nourriture. Et qui en profite? La Russie. Pourtant, ceux qui font sans cesse la leçon sur la paix par la force oublient toujours de mentionner la partie où les civils paient la facture. Trump vient de permettre l'entrée de centaines de milliers de barils de pétrole à Cuba parce que la Russie n'allait pas rester là à regarder son allié mourir de faim ou sombrer dans le noir. Donc le seul pays qui intervient, c'est la Russie, exactement le partenaire dont les États-Unis disent depuis longtemps ne pas vouloir voir Cuba devenir plus dépendante. Comme avec l'Iran, Trump aggrave, en réalité, la situation. Donc après tout le tapage viril, le tableau final reste le même, Moscou gagne, les civils souffrent et Trump se déclare quand même vainqueur. Écoutez maintenant comment la représentante Jayapal décrit cela. Elle parle d'une guerre. Peut-être que les bombes ne tombent pas, mais c'est quand même une guerre économique. Elle a parlé de sa visite à l'unité de soins intensifs néonataux. Elle a dit que sa propre fille était née à 26 semaines et demie, avec un poids d'1 livre et 4 onces, et qu'elle était descendue à 675 grammes. Elle sait ce qu'il faut pour garder ses bébés en vie, et cela exige beaucoup de machines alimentées à l'électricité. Elle a rencontré un bébé nommé Alejandro à l'unité, un bébé de 1000 grammes, étendu là, tout fripé, et à peine vivant, sans aucune certitude que l'incubateur continuerait de fonctionner. Elle a vu une salle d'incubateur qui avait grillé lors du passage du courant normal au générateur, ce qui en laissait seulement 4 en état de marche. Elle a entendu parler de réanimation manuelle parce que les ventilateurs ne fonctionnaient pas. Elle a entendu parler d'un patient atteint de cancer qui subissait une chirurgie de la gorge au moment où toute l'électricité a coupé, obligeant les médecins à utiliser des téléphones comme source de lumière. C'est exactement la partie que la machine de propagande déteste toujours, quand le coût humain refuse de rester hors champ. C'est un fardeau énorme. Et puis il y a la nourriture. Cuba ne produit que 10% des besoins alimentaires de l'île, donc tout le reste doit venir d'ailleurs. Les gens n'arrivent pas à obtenir assez de nourriture. Ils n'arrivent pas à obtenir assez de protéines, ils n'arrivent pas à obtenir une alimentation nutritive, et les effets commencent à se voir sur la santé et le bien-être de la population. C'est pourquoi elle a parlé d'un bombardement économique des infrastructures. Si vous bombardiez physiquement les infrastructures de l'Iran, les gens appelleraient immédiatement cela illégal au regard du droit international. Mais il est aussi illégal de bombarder économiquement des infrastructures et d'empêcher qu'une goutte de carburant atteigne une île pendant 3 mois. Apparemment, cet NRIA devient plus élégant quand on remplace le missile par une note de politique. Et au milieu de ce blocus, il semble maintenant que Trump se prépare à lancer une campagne militaire contre Cuba, selon certains rapports, en disant au Pentagone d'y aller, parce que le président en place a affirmé qu'il ne démissionnerait pas.
Donc avant même d'en avoir fini avec une guerre déjà désastreuse contre l'Iran, Trump semble maintenant accélérer et intensifier une autre confrontation avec Cuba. Parce que dans le manuel Trump, l'échec est rarement un avertissement. C'est généralement une invitation à l'escalade. Il n'est donc pas étonnant que Mark Carney, au Canada, ait annoncé que l'ancien modèle où 70 cents de chaque dollar de défense servait à acheter de l'équipement militaire américain est terminé et que le Canada veuille désormais plus d'autonomie dans ses achats militaires. Difficile d'en vouloir aux Alliés de vouloir prendre leur distance quand chaque spectacle America First finit par laisser une facture mondiale de nettoyage. Et honnêtement, est-ce si surprenant quand Trump, Rubio et Exet sont sur la scène mondiale à commettre des crimes de guerre en Iran et apparemment à Cuba aussi, sans aucune fin en vue, et sans véritable respect pour la dignité des gens qui y vivent, même si vous n'aimez pas les gouvernements de Cuba et de l'Iran, même si ces gouvernements sont autoritaires et nuisibles pour leur propre population, la vérité, c'est que rien de tout cela ne montre du respect pour les êtres humains ordinaires. Et en plus de cela, il n'y a même pas de véritable tentative de respecter le droit interne en demandant l'approbation du Congrès, alors même que la Constitution l'exige, sans même parler du droit international. Heureusement, au moins certains démocrates s'y rendent eux-mêmes, prennent la parole et attirent l'attention sur le peuple cubain, parce que franchement, il sort de ce régime beaucoup de politiques dangereuses et profondément laides. Et comme d'habitude, l'image de Mark Law and Order devient soudainement très discrète au moment précis où la loi devient dérangeante. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique. Vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.